n'ont pas soutenu cette mesure. Ont estimé qu'en réalité, cette mesure est côté injuste, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, elle s'applique même pour des familles multimilliardaires, et que peut-être, puisqu'on avait une enveloppe conséquente, il ne fallait pas la donner à cette mesure de gratuité, mais au contraire, abonder et augmenter le tarif des bourses scolaires pour faire en sorte que ce soit des familles qui ont des besoins sociaux, qui ont des difficultés financières, qui en bénéficient, et que ce ne soit pas donc l'ensemble, de façon inconsidérée en matière financière, des familles de lycée. Donc il y a eu des débats là-dessus. Et s'il devait y avoir une modification, elle serait liée à ce que je viens de dire. Qu'il y ait une prise de conscience, si vous voulez, de dire et d'expliquer aux familles de l'étranger, écoutez, on ne va pas diminuer l'enveloppe budgétaire, on va la maintenir, mais on va faire disparaître cette prise en charge au bénéfice des bourses scolaires. Vous voyez, ça serait la seule raison, de mon point de vue, qui ferait que ce programme serait interrompu dans le futur. Ça paraît peu probable, mais pas impossible pour la raison que je viens d'évoquer. Donc, ce qui est intéressant, hein, et je veux le partager avec vous, c'est que des familles comme vous, se sont prononcées contre cette mesure, disant qu'il vaut mieux augmenter l'enveloppe des bourses plutôt que de mettre en place cette prise en charge, cette gratuité. L'autre débat qui s'est posé, c'était que certains hommes politiques et certaines familles disaient « mais c'est absurde de mettre ça en place au lycée. Il aurait mieux valu commencer dans les petites classes de maternelle et de primaire et accompagner en fait ces familles avec une cohorte d'élèves grandissants. » L'autre raison, c'était de dire, bah, écoutez, en plus, l'inscription en maternelle et en petite classe de primaire coûte moins cher qu'en terminale. En réalité, vous le savez peut-être, et vous le constatez ici même à la Pérouse, vous avez des classes et un nombre de classes plus important à la base du système, en maternelle et dans les petites classes de primaire, et un sommet de la pyramide, si j'ose dire, qui est beaucoup plus étroit, c'est pour ça que c'est une pyramide, beaucoup plus étroit en terminale. Et en réalité, l'ambassadeur de France aux États-Unis, Jean-David Lévite, qui, comme vous le savez peut-être, est aujourd'hui le conseiller diplomatique du président de la République, avait ce problème en tête. Il était très agacé, à très juste titre. L'ambassadeur Lévite est un homme absolument remarquable. Il avait en tête comme préoccupation de se dire il faudrait que nous soyons capables de maintenir des enfants dans le système français le plus longtemps possible. Nous perdons des enfants à la fin du CM2, nous perdons des enfants à la fin de la 4e, et il faudrait les maintenir dans le système. Un, pour étoffer nos classes de lycée, parce que c'est très coûteux, nous avons un corps professoral qui est maintenu en place pour des classes aux effectifs parfois extrêmement faibles, donc il s'agit, si vous voulez, de rentabiliser un peu le système, et ensuite parce que l'idée à terme, évidemment, d'un point de vue français, c'est d'essayer d'attirer en France ces élites, ou ces futures élites qui sont passées par le système français et essayer de les attirer dans le système universitaire français. Mais même si cet objectif n'était pas rempli pleinement, il s'agirait quand même d'élargir le sommet de cette pyramide et d'en faire un cône. C'est ça l'idée que défendait de façon très forte l'ambassadeur Jean-David Lévite et qu'il a porté avec lui auprès du président de la République en devenant conseiller diplomatique à l'Élysée. D'autres questions ? Bien sûr. Bien sûr. L'objectif, c'est d'augmenter l'enveloppe en conséquence et proportionnellement. Alors les chiffres ne sont pas totalement établis, surtout pour septembre, j'essaie de ne pas me tromper dans les années, septembre 2009-2010, puisqu'il y a deux paramètres. La première chose, c'est que même si on augmentait de 20 millions d'euros par an, c'est-à-dire 20 millions par niveau, eh bien, il y a plus d'élèves en seconde qu'en terminale. L'autre élément à prendre en considération, c'est que les inscriptions en général sont un peu moins chères en seconde qu'en terminale. C'est parfois vrai dans certains établissements qui font des distinguos par niveau, même si en général, le plus souvent, le tarif d'inscription est le même de la seconde à la terminale, mais c'est variable d'un établissement à l'autre, d'un pays à l'autre. Et puis, l'autre élément, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, je l'ai évoqué très rapidement, mais c'est une question clé. Est-ce que des familles françaises qui sont inconnues des écoles françaises vont, à partir de cet été, et a fortiori de l'été suivant, eh bien se faire connaître des établissements scolaires? Parce que ça, c'est une vraie question.
Parce qu'une des critiques qui a été présentée auprès de ces mesures, c'est de dire écoutez, c'est absurde, vous êtes en train de mettre en place cette gratuité en terminale, et j'ai eu droit à ces débats à la plénière de l'Assemblée des Français de l'étranger en septembre dernier, septembre 2007, mais aussi en mars 2008, de dire ah, vous êtes très content de cette histoire de gratuité, mais vous n'avez pas attiré une seule famille dans le système. La réponse, soyons raisonnables, parce que cette critique, qui peut apparaître justifiée et un petit peu politicienne, si j'ose dire, hein, évidemment, les premiers versements ont eu lieu en mars. Vous inscrivez votre enfant en terminale en septembre, vous ne savez pas si les versements vont se faire, vous ne savez pas si votre dossier va être instruit, vous n'êtes peut-être même pas informé, surtout si vous êtes une famille française qui n'est pas dans le système, donc évidemment, ça n'a pas eu encore d'effet sur vous. Par contre, si la rumeur se répand à travers le réseau d'associations françaises, à travers les bulletins français, suite à cette réunion, que cette mesure est réelle, elle est mise en place, elle va aboutir pour l'ensemble du lycée, eh bien on peut penser que des familles françaises qui sont hors système vont maintenant s'y intéresser. Et pour vous dire, c'est ce qui se passe. J'ai des échos auprès de directeurs des admissions des 4 lycées français de la côte ouest, et c'est ce qui se passe. Des familles qui jusque-là étaient passées dans le système américain, eh bien, recommencent à réfléchir à propos de l'éducation française. Donc, certes, c'est un plus pour les familles qui sont déjà dans le système français, mais c'est un plus, à terme, on peut l'imaginer, mais c'est encore à évaluer pour les familles qui sont en dehors du système. Le problème, en fait, il est double. Un, tous les Français ne sont pas inscrits au consulat, donc on ne connaît pas tous les Français. Et numéro 2, on en sait encore moins, si j'ose dire, à propos de leurs enfants et dans quel niveau de scolarité ils se trouvent. Alors, il y a un défi majeur. Et le défi majeur, c'est comment les établissements français vont accepter en seconde, première et terminale des enfants qui, potentiellement, ne sont pas ou n'ont jamais été, allez savoir, dans le système français. On pourrait avoir une famille de je ne sais pas moi, de Lafayette, pour citer un nom français, qui n'a jamais été dans une école française, qui voit cette mesure, ils sont de nationalité française, les établissements homologués par la France, comme vous savez, ont obligation d'accueillir les enfants français, ce serait un sacré défi. Ce serait un sacré défi, mais je demande évidemment à l'administration de ces établissements français de se souvenir que c'est ce que les établissements français publics font en France. Scolariser des enfants étrangers qui ne parlent pas français, qui n'ont jamais parlé français, et il faut les scolariser. Donc il faudrait évidemment développer des cours de français langue seconde, et le défi, évidemment, vous le voyez poindre dans mes propos, c'est de maintenir nos excellents résultats au baccalauréat. Nos établissements sont habitués à des résultats entre 95% et 100% de réussite au baccalauréat. Est-ce que ces résultats sont toujours possibles si vous avez des cohortes d'enfants qui sont de nationalité française mais qui ne parlent pas français et à qui vous devez apprendre le français en 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, c'est un schéma qui mérite d'être raffiné et qui mérite d'être confronté à la réalité, mais je crois qu'un bon conseil d'administration, un bon administrateur d'un lycée français doit y réfléchir parce que c'est une hypothèse qui n'est pas à exclure. Oui. Alors, combien d'inscrits au consulat de San Francisco? Il me semble que j'ai vu arriver le consul général adjoint. Est-ce que je suis dans le vrai? Il est bien là. Alors, il va peut-être pouvoir répondre à cette question avec les derniers chiffres. Le consulat de 19 500 inscrits, mais ça couvre un territoire qui est beaucoup plus grand que la baie. Voilà. Pour la baie, on estime à 14 500. Voilà. Donc, comme l'a dit le consul général adjoint, évidemment, on parle là de Seattle, de Portland, donc la baie, c'est encore un autre territoire. Et ensuite, ça ne dit que mal, si j'ose dire, les enfants qui sont en âge de scolarité, et encore plus précisément ceux qui sont en lycée.